Cette vidéo vous est présentée par Bonitasoft. Si vous avez des questions, envoyez-les à jeremy.lambert@bonitasoft.com. Allez, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Petite introduction pour commencer, je m'appelle Pierrick et je travaille sur la plateforme Bonita depuis environ 5 ans. Ma mission ici est de faciliter l'adoption, c'est d'ailleurs pour ça que je suis actif dans la communauté à travers le forum, le blog, un peu de modération et aussi des contributions. Je crée aussi des contenus techniques tels que des conférences, des webinaires comme aujourd'hui et des articles. Et je fais également la promotion d'approches innovantes avec d'autres technologies comme le serverless, dont on va discuter maintenant. La première fois que j'ai entendu parler de serverless, c'était il y a quelques années à peine, lors de conférences. Mais ce n'est que depuis 6 mois que j'ai vraiment pris le temps de faire des recherches et du développement sur ce sujet. Maintenant, je fais la promotion de l'utilisation de cette technologie et le but de cette vidéo est de vous présenter justement serverless et de mieux expliquer pourquoi et comment l'intégrer à Bonita et tout ça avec un exemple concret. Alors serverless, il faut savoir que c'est né il y a quelques années, en 2014 si je me souviens bien, mais c'est vraiment devenu un sujet très discuté depuis 2018. Vous avez peut-être déjà remarqué beaucoup de contenu dans les médias et les réseaux sociaux, la création de conférences autour du sujet, un nombre incroyable d'outils dédiés tels que des frameworks et beaucoup de grandes entreprises qui rejoignent cette tendance. Donc nous allons essayer d'expliquer finalement pourquoi tout cet envouement. Et pour ça, je vais commencer par quelques définitions. Pour la faire courte, serverless, il s'agit d'abstraire les serveurs et l'infrastructure sur le cloud. Alors il y a de multiples aspects dans le serverless, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur le cas spécifique des fonctions serverless. Ce que nous appelons une fonction serverless, finalement, c'est un morceau de code qui tourne sur un container éphémère. Donc c'est pourquoi vous pouvez exécuter finalement des fonctions sans état à la demande. Alors sans état car éphémère et à la demande parce que sur le cloud. D'ailleurs sur le cloud nous parlons de fonction as a service. C'est ce qui permet de concevoir et d'exécuter ce type de fonction serverless. Si vous connaissez déjà les services habituels d'un cloud, vous devez reconnaître la pyramide que j'ai mis dans ce slide. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui la couche fonction apporte une nouvelle granularité. L'abstraction est encore plus élevée qu'avant et elle se trouve juste sous celle du logiciel qui est vraiment la dernière, le sommet de cette pyramide. Et cette nouvelle couche fonction présente de nombreux avantages. Plus d'abstraction signifie quasiment plus d'opérations. C'est sous-traité au service de cloud essentiellement. En fait, il n'est actuellement pas vraiment possible d'abstraire toutes les opérations, mais beaucoup de choses peuvent être automatisées. Et cela se fait à l'aide de bibliothèques et aussi de frameworks. De plus, étant donné qu'il fonctionne sur le cloud, le dimensionnement flexible et la haute disponibilité n'entraînent aucun coût supplémentaire. Ça fait, encore une fois, partie du service finalement. Serverless, c'est aussi synonyme de distribution. Et comme nous le verrons après, c'est hautement compatible avec ce qu'on appelle les nouvelles architectures. Ça regroupe principalement les microservices et tout ce qui est natif au cloud. Et enfin, serverless, c'est en fait un système qui vous fait payer en fonction du temps d'exécution des fonctions et non plus par l'allocation de ressources. Alors ça signifie que vous ne payerez plus pour des serveurs inactifs, ce qui peut coûter assez cher finalement lorsque nous avons des instances puissantes qu'on garde et qu'on utilise en continu juste au cas où nous aurions par exemple un pic de charge. Ok, donc nous avons constaté qu'il y avait de nombreux avantages, mais comme vous le savez, rien n'est parfait. Alors quel est le problème avec serverless ? Eh bien le premier problème, c'est de se retrouver bloqué avec une plateforme de cloud très spécifique. Pour être honnête, ce n'est pas un problème spécifique à serverless, car c'est en fait quelque chose qui est vrai pour tout type de service cloud. Si vous voulez réduire les risques, vous pouvez toujours utiliser des services cloud dédiés ou des projets open source pour exécuter votre cloud privé finalement. Un autre souci, c'est que ce sont les débuts de la technologie.
Donc même si cela s'améliore constamment, les outils performants et l'expertise en fait ne sont pas vraiment faciles à trouver aujourd'hui. Cela peut vraiment constituer un inconvénient dans le cadre de développement de projets. Un autre problème à soulever est celui du caractère éphémère de la fonction serverless. Le temps d'exécution par exemple de la fonction serverless sera limité. C'est environ 15 minutes pour la plupart des principaux fournisseurs et il faut donc qu'ils soient sans état. Tout ceci sont des choses à tenir en compte lors des développements, ce qui n'est pas vraiment très facile. C'est également le cas pour le temps d'exécution, par exemple des fonctions serverless, qui peut fluctuer à cause de ce qu'on appelle des démarrages à froid. Alors, je pense vraiment que la plupart de ces problèmes liés à la technologie, ils seront bientôt résolus, ou plutôt résolus. La vraie difficulté, elle restera pour le développeur qui va devoir passer d'une architecture centralisée à une architecture qui est complètement distribuée, tout en utilisant du coup les outils et là où les mentalités adéquates pour faire fonctionner tout ça. Pour mieux comprendre ça, j'illustre la différence dans les prochains slides. Celui-ci montre une architecture monolithique, plutôt basique. Donc c'est la façon la plus courante de développer une application aujourd'hui, ou du moins c'était depuis jusqu'à il y a quelques années. En fait, l'application ici, elle est divisée en 3 parties principales. La première est ce qu'on appelle la vue, qui est utilisée par des clients tels que des navigateurs, des téléphones portables ou ce genre de choses. En fait, c'est pour l'affichage et aussi les entrées d'utilisateurs. C'est donc généralement écrit en HTML, JavaScript, JSON et souvent des technologies web. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le contrôleur, qui est utilisé par le serveur d'application, tel que Tomcat ou Whitefly, et ça exécute la logique métier, qui est, elle, écrite, par exemple, en Java. Et on a le troisième élément, qui est la base de données, telle que SQL ou NoSQL. L'idée, c'est de conserver toutes les données métiers et aussi les données techniques dans ces éléments. C'est ce qu'on appelle donc l'approche centralisée. Au contraire, ici, vous regardez une architecture cloud native, assez basique aussi, mais qui est donc basée sur une architecture serverless. C'est la nouvelle façon dont une application est développée, et cela devient assez courant. Cette fois-ci, c'est complètement distribué. Le but, c'est de ne plus avoir de serveur d'application. Comme vous pouvez le voir, il est remplacé par des API qui sont exposés grâce à ce qu'on appelle une passerelle pour API. Alors, la logique métier ici, elle est entièrement distribuée, et c'est fait en ayant de nombreuses fonctions serverless. On a donc plus cette centralisation et on a aussi des données qui sont généralement distribuées dans des bases de données multiples et aussi dénormalisées, ce qui n'était pas le cas avant. Ce que je montre dans ces 2 diapositives, ce sont 2 exemples d'applications purement centralisées et purement distribuées, mais il est beaucoup plus courant finalement de rencontrer ce qu'on appelle des hybrides. Parce que ce genre de changement ou d'architecture sont assez structurels, de nombreuses équipes vont se retrouver probablement avec une combinaison de styles d'architecture multiples pour une même application. C'est donc ce que j'appelle ou ce qu'on appelle communément une approche hybride. Alors en ce qui concerne les cas d'utilisation du serverless, nous pourrions l'utiliser pour créer des applications complètes. Nous venons de le voir juste avant, dans la diapositive précédente, avec l'exemple de l'architecture distribuée. Mais serverless, c'est vraiment puissant quand c'est utilisé dans certaines situations bien spécifiques. La première, c'est lorsque on déclenche la fonction serverless à partir d'événements. Ça peut être utilisé pour faire des analyses ou surveiller certaines choses, par exemple. C'est également très puissant lorsque on déclenche à partir d'appels API. Ça permet, par exemple, de passer un serveur applicatif existant à l'échelle. Pour cela, on couple les fonctions serverless et aussi les API. Il est également très utile de tirer parti de l'écosystème du cloud. Un cloud, ça vient avec une panoplie de services extrêmement difficiles à développer par soi-même, tels que la reconnaissance faciale ou le signalement de contenu inapproprié. Alors ce genre de service repose souvent sur énormément
de puissance ou énormément de stockage. Et du coup, il est vraiment intéressant de pouvoir y avoir accès sans avoir à le définir soi-même. Bon, du coup, quelles sont les plateformes de cloud qui fournissent un service de fonction as a service? Comme je vous l'ai dit au tout début, tous les grands acteurs sont présents. Nous retrouvons donc évidemment les principaux fournisseurs de cloud tels que AWS, Azure et Google Cloud. Mais il y a aussi des acteurs importants comme IBM ou Oracle et aussi Red Hat par exemple qui soutiennent et qui encouragent énormément les infrastructures serverless qui sont open source. Alors on peut parler de OpenWhisk par exemple avec IBM ou le projet FN pour Oracle. En fait, tout seul, il est même possible d'utiliser ce type de projet open source pour gérer son propre cloud privé avec du coup un service serverless associé. En ce qui concerne les IDE disponibles pour les développeurs, donc, il n'existe pas vraiment de leader clair aujourd'hui. Il est évident qu'on peut retrouver un bon nombre de plugins pour Eclipse, JetBrains et Visual Studio par exemple. En fait, tous les IDE traditionnels. Vous pouvez même parfois trouver des IDE sur le cloud. En fait, il y en a qui peuvent être spécifiques à un fournisseur de cloud tel que AWS Cloud9. Mais certains d'entre eux sont même complètement agnostiques au cloud. Donc on a par exemple Sigma qui permet de faire ce genre de choses. Parfois, vous aurez besoin de quelque chose qui est agnostique pour utiliser plusieurs plateformes à la fois. Et c'est là que la plateforme de développement serverless peut vraiment devenir pratique pour vous. Alors l'idée principale ici, c'est de fournir un cadre pour développer des fonctions donc sur différentes plateformes. On peut retrouver aussi un tableau de bord qui permet d'afficher graphiquement certaines exécutions de fonctions, aussi effectuées sur différents clouds. Et enfin, on peut aussi avoir accès à une passerelle qui permet de convertir d'anciens outils historiques en fonctions serverless. Donc ça peut être vraiment pratique pour la phase de transition, par exemple. Ok, parfait. Donc maintenant, vous devriez mieux comprendre ce qu'est serverless et quels sont les principaux outils. Voyons pourquoi et comment maintenant nous pouvons intégrer tout ça à la plateforme Bonita. Comme vous le savez déjà, de nombreuses entreprises continuent de miser sur l'innovation. L'idée, c'est de gagner des avantages concurrentiels. Alors la plateforme Bonita, on la connaît tous, elle regroupe les équipes métiers et les équipes techniques dans le but de développer justement des applications métiers qui sont pertinentes et qui sont efficaces. En ce qui concerne les solutions serverless, de l'autre côté, il s'agit d'une des nombreuses approches qui permet aux équipes techniques d'améliorer les développements. C'est particulièrement vrai pour les cas d'utilisation dont on a déjà parlé. Du coup, il serait intéressant que Bonita puisse exploiter serverless quand ces cas d'utilisation se présentent. Alors, je fournis quelques exemples ici sur cette diapositive pour vous permettre de mieux comprendre. Le premier, c'est le cas d'utilisation de l'écosystème du cloud, dont nous avons aussi déjà parlé. Le second concerne la possibilité de déclencher depuis des processus des exécutions écrites dans différents langages de développement, donc autres que Java. Le troisième exemple, c'est la réduction de l'utilisation des ressources du serveur Bonita. L'idée, c'est de passer plus facilement à l'échelle tout en réduisant le coût du serveur Bonita, et ce, quelles que soient les règles métiers à exécuter dans les processus. Les derniers exemples, ils mettent en avant finalement le fait qu'il est nécessaire de fournir tous les outils pour le développeur d'application dans le but d'être efficace. Donc c'est typiquement ce qu'on va proposer ici. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment nous pouvons intégrer Bonita avec serverless. Ce que nous voyons à droite, c'est la plateforme Bonita qui est en haut et un service serverless sur un cloud qui est en bas. Lorsque Bonita appelle un service serverless, on utilise un connecteur. Ce connecteur peut fonctionner de manière synchrone ou asynchrone. C'est d'ailleurs ce que je représente à droite. Le contrôleur effectue l'appel à l'aide de l'API serverless. Et de l'autre côté, nous avons un service serverless qui doit fournir la réponse à Bonita. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, s'il s'agit d'un appel synchrone, il reviendra directement au contrôleur. Mais s'il s'agit d'un appel asynchrone, le contrôleur ne recevra pas la réponse tout de suite. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette fonction serverless va tourner pendant un certain temps, puis elle va devoir rappeler Bonita à l'aide de l'API de rappel pour fournir la réponse une fois terminée.
Alors sur cette diapositive, je rappelle un petit peu la différence entre synchrone et asynchrone. Vous devez garder à l'esprit qu'il n'y a pas vraiment d'option parfaite, juste des compromis. Chacun a des avantages et chacun a des inconvénients. Donc si nous faisons un appel synchrone, par exemple de Bonita à serverless, on va bloquer le connecteur. Donc c'est bien parce que l'exécution se fait sur serverless, et ça réduit donc considérablement l'utilisation des ressources du serveur Bonita. Mais en fait, Bonita, il ouvre et il conserve une ressource de connexion HTTP pendant tout ce temps où le connecteur attend la réponse. Alors pour éviter de problème, on peut utiliser le mode asynchrone qui lance l'exécution avant de passer à autre chose sans attendre finalement. Ça réduit évidemment le temps d'utilisation de la ressource de connexion HTTP, mais maintenant le système externe qui est serverless ici doit rappeler Bonita pour donner la réponse. Alors comme il y a un réseau souvent entre les deux systèmes, tout peut arriver et ça signifie que les développeurs doivent développer avec résilience. C'est ce qu'on appelle la duplication des appels, les plusieurs tentatives, des délais d'attente, etc. Bon, à ce niveau, j'en ai fini avec la partie présentation. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous montrer à quoi ça ressemble réellement avec une rapide démonstration. Je vais vous montrer comment je parviens à passer un appel de fonction serverless en asynchrone à partir d'un processus exécuté sur Bonita. Alors la première chose que j'avais à faire, c'était de sélectionner un fournisseur de cloud pour le côté serverless. Alors j'ai utilisé AWS Lambda pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de runtime accessibles, donc on peut tourner par exemple en Java 8, Node, JS, Python, etc. Aussi, il y a beaucoup d'outils pour le développeur, donc ça c'est vraiment agréable. Et il y a aussi énormément de fonctionnalités qui permettent d'ajuster les ressources souhaitées, une limite d'exécution assez grande comparée à d'autres, le fait d'avoir un écosystème qui est assez conséquent, et puis le fait que ce soit tout simplement le leader actuel. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir du budget pour faire des tests, sachez que AWS Lambda est gratuit pour un gros nombre de requêtes, je crois que c'est le 1 million. Donc c'est typiquement ce que j'ai utilisé ici pour faire ma démonstration. Je vous propose que je passe en revue toutes les étapes. La première était de créer le compte AWS pour pouvoir exécuter. Puis j'ai créé ma fonction AWS Lambda. Ensuite j'ai fait mon connecteur et mon application. Et de là j'ai pu faire tourner le tout. Alors je vais vous montrer plus en détail comment j'ai fait ça. Commençons par créer le compte AWS. En fait c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site internet d'AWS pour pouvoir le faire. Et une fois que c'est chose faite, il est possible d'avoir accès à la console web. C'est ce que vous voyez justement sur cet écran. De cette console, nous pouvons créer un utilisateur qui sera utilisé pour appeler Lambda. Alors bien évidemment, il faut fournir toutes les autorisations à cet utilisateur pour tirer parti du service AWS Lambda. Pour nous assurer que la plateforme Bonita utilisera bien cet utilisateur, je l'ai créé avec toutes les autorisations. Puis j'ai ajouté les identifiants de cet utilisateur sur mon environnement local. Et ainsi, le Bonita Studio pourra utiliser cet utilisateur pour appeler le service AWS. En fait, AWS permet de mettre en place des paramètres pour pouvoir faire ça. Il faut utiliser le fichier de référence dans le répertoire AWS et à partir de là, vous pouvez simplement fournir la clé d'accès AWS et la clé d'accès secrète AWS. De la même manière que j'ai fait ici, évidemment, j'ai mis des fausses valeurs ici pour des raisons de sécurité. Mais l'idée de base, c'est de tout renseigner dans ce fichier. Une fois fait, on est bon pour les informations d'identification qui seront donc bien utilisées par la plateforme Bonita par défaut. La prochaine étape fut de créer la fonction AWS Lambda que je vais appeler du processus. Alors pour ça, j'ai essentiellement créé un projet Java. Lorsqu'on écrit des fonctions AWS Lambda avec Java, il est nécessaire d'étendre la classe RequestHandler qui est fournie avec le SDK de AWS. Dans cet exemple, je fais quelque chose d'assez simple, comme vous pouvez le voir. Je retourne tout simplement la requête que je reçois. C'est très utile pour comprendre ce qui se passe et aussi pour débugger en cas d'erreur. Une fois que j'ai eu cette fonction implémentée, je suis tout simplement revenu sur ma console web AWS pour créer la fonction lambda. Et pour ça, il suffit de créer une fonction comme je suis en train de faire. Il faut renseigner son nom, son type de runtime, son rôle, etc. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Cette fonction exemple sera la fonction que j'appellerai. Ce qu'on retrouve ici, c'est pour les logs. AWS utilise
AWS X-Ray et CloudWatch pour information. C'est plutôt basique, comme vous le voyez ici. J'ai un runtime Java 8 et l'implémentation est un pointeur vers ma classe qui étend justement le request handler. Pour s'assurer que tout fonctionne bien, il me suffit d'aller à ma fonction et d'exécuter les tests que j'ai mis en place. Ça prend du temps ici parce que c'est un démarrage à froid. Et comme vous pouvez le voir, voilà ce que j'ai utilisé pour rappeler. Et ça, ce sont les logs de l'exécution. Donc tout tourne bien comme prévu côté AWS, d'après ce qu'on voit maintenant. Aussi bien l'implémentation que le déploiement, tout est mis en place et tout est prêt. Il est donc possible de se connecter et d'appeler cette fonction depuis une application. C'est ce que nous allons faire justement. Pour cela, il faut que toutes les ressources Bonita soient déployées sur le studio et du coup les faire tourner. L'application a une partie logique métier, données métier et interface utilisateur, comme d'habitude. Je vais vous montrer tout ça rapidement dans le studio avant de le faire tourner. Alors pour ce qui est des données métier, j'ai juste créé un type de données appelé result lambda. C'est utile finalement pour garder une trace de réponse de serverless. Puis j'ai travaillé sur la partie logique métier grâce au process. Alors voilà le process principal à l'écran. Le but c'est d'avoir un appel vers la fonction lambda. Pour ça, j'avais besoin d'avoir un connecteur. Alors j'ai créé une définition appelée AWS Lambda et ce connecteur est capable d'appeler du coup cette fonction serverless grâce au cloud AWS. Comme vous pouvez le voir, ce que j'ai est assez basique. La plupart des inputs sont optionnels. Les plus importants, c'est la région et le nom de la fonction. La requête, elle est constituée avec d'autres informations telles que le contenu et le type d'invocation qui permet de spécifier si on veut faire du synchrone ou du asynchrone. Alors il y a d'autres éléments, mais ils sont peu importants pour cet exemple, donc je vais passer. Cette définition a été implémentée, bien évidemment. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir, j'utilise quelques dépendances. Dont la principale est AWS Java SDK Lambda qui vient avec d'autres dépendances. Allez, j'ouvre la partie du code Java qui va nous intéresser à travers ces démonstrations. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la méthode principale. La méthode principale qui contient toute la logique du connecteur. Comme vous voyez, j'initialise un constructeur de AWS Lambda en me basant sur une partie des inputs tels que la région. Puis dès que j'ai ce constructeur client, je peux générer le client en lui-même, ainsi que la requête. Pour ça, j'ai aussi besoin d'inputs, dont le nom de la fonction et le contenu à utiliser. Maintenant, je peux tout simplement faire l'appel en utilisant le client et la requête. Je reçois un résultat que je vais utiliser pour définir tous les outputs de mon connecteur. Le but ici, c'est de pouvoir réutiliser cette information plus loin après l'appel dans un processus. Ce connecteur est utilisé dans un processus principal. Je fais un appel asynchrone pour cet exemple et je gère l'attente du résultat depuis un sous-processus. Ce sous-processus a pour but d'être réutilisé à d'autres endroits. Et la troisième tâche de ce processus est utilisée pour afficher les résultats obtenus à l'utilisateur final. Alors, le sous-processus, il est plutôt simple en fait. Il utilise des informations obtenues via le contrat comme l'identifiant de réponse et ce genre de choses. Après, il attend que le rappel se fasse en attendant un message qui doit être envoyé par la fonction AWS Lambda. Il termine en gardant toutes les informations du résultat directement dans des variables. Et en termes d'interface, la seule chose que j'ai, ce sont des tâches humaines avec interface. L'idée, c'est d'afficher graphiquement les résultats que nous obtenons d'une manière assez basique. Alors, ça utilise les données métiers du processus pour le faire. Tiens, je vais vous montrer ce formulaire. Je vais ici et clique sur Edit. Vous voyez, dans la partie contexte, j'ai la réponse à lambda qui est utilisée pour remplir les différents champs texte. Si nous revenons à ce processus, je vais juste vous montrer rapidement les paramètres que j'ai configurés. J'utilise l'URL de rappel, qui est mon adresse IP locale en fait. Je donne le nom de la fonction et
le type d'invocation qui est events. Ça se traduit par asynchrone en langage AWS Lambda. Pour le contenu, je fournis les données, des données caduques, c'est juste pour tester. Puis je mets US East 1 pour la région, parce que c'est celle que j'ai utilisée. Puis après, je renseigne des informations de délai, d'attente, par exemple. Voilà, vous savez tout. Faisons le tourner maintenant. Alors je lance un nouveau case du processus principal et vous pouvez voir que la tâche humaine est déjà disponible. Cette tâche provient de notre processus qui a obtenu une réponse à notre appel AWS Lambda. La réponse a été construite par notre fonction serverless depuis AWS et elle contient le contenu de l'appel comme prévu. Parfait, alors si je reviens à la console web de AWS, je veux juste m'assurer que la fonction Lambda a bien été exécutée. On devrait voir les logs. Si je vais dans CloudWatch, je devrais avoir un flux consacré à ma fonction serverless. Nous allons prendre celui-ci parce que c'est le dernier dans la chronologie. Comme on peut le voir ici, tout s'est bien passé du point de vue AWS Lambda parce qu'on voit les logs. Ok, ça conclut ma démonstration pour cette vidéo. Je fournis toutes les ressources utiles à cette démonstration sur le dépôt GitHub. Je fournis également une série d'articles qui ont été publiés sur DZone au cas où vous voulez aller plus loin dans le sujet. C'était un très gros sujet aujourd'hui, traité en un très peu de temps. Ce sont aussi les premiers jours de cette technologie, mais c'est super intéressant de voir tout son potentiel et les opportunités que cela nous donne. Alors nous travaillons énormément sur ce type d'intégration aujourd'hui avec Bonitasoft. Je vous tiendrai bien évidemment au courant dès que possible à ce sujet. Il est temps pour moi de terminer cette vidéo. Au plaisir de vous reparler très bientôt sur d'autres sujets. Salut!